Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 5e, consacré à la séquence 3 du programme de géographie des classes de 4e, intitulé, comme les fois précédentes, Un monde de migrants. Alors, après avoir étudié au cours des 2 dernières séances la crise des migrants de 2015 en Europe et ses effets tant pour les foyers de départ que pour les foyers d'accueil, nous allons aujourd'hui nous lancer dans une mise en perspective des dynamiques des migrations internationales. Grand E, les dynamiques des migrations internationales, les dynamiques spatiales, puisqu'on est en géographie, Donc on va se demander tout simplement quelles sont les logiques des migrations internationales et leur traduction spatiale. Autrement dit, pour que les choses soient plus claires, où sont situés les foyers de départ, où sont situés les foyers d'accueil, quels sont les flux qui relie les foyers de départ aux foyers d'accueil et surtout, par-dessus tout, à l'échelle mondiale, quelles sont les logiques, qu'est-ce qu'ont en commun les foyers de départ, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces mêmes foyers mais cette fois-ci d'accueil, et y a-t-il une logique géographique, et en particulier, y a-t-il une logique nord-sud, sud-nord? Voilà les questions auxquelles nous allons apporter une réponse aujourd'hui. Pour commencer cette mise en perspective, j'aimerais vous présenter ce reportage du JT du 20h de France 2, intitulé « Mort en traversant la Manche », qui date d'août 2020, donc quelques années après la crise des migrants de 2015, et qui nous montre que cette crise n'est pas terminée, et que Calais continue à être un entonnoir à migrants, comme le dénonçait déjà Banksy à travers son œuvre qu'on a étudiée en histoire des arts, et que les problèmes n'ont pas été réglés. Et en fait, les migrants, maintenant qu'ils ne peuvent plus envisager de passer facilement par le tunnel sous la Manche ou par les camions qui empruntent le tunnel sous la Manche, et bien vous allez le voir, ils jouent le tout pour le tout. Et comme la Manche est le dernier obstacle à leur rêve, à leur destination finale, et bien ma foi, ils essaient de traverser la Manche comme ils ont traversé la Méditerranée auparavant. Et le reportage que nous allons voir a l'immense intérêt, me semble-t-il, de croiser les points de vue. Vous avez le point de vue d'un témoin, un pêcheur de la Manche. Vous avez le point de vue de migrants qui tentent pour la plupart de passer depuis déjà plusieurs tentatives en famille au Royaume-Uni. Et vous avez aussi le point de vue des autorités à travers le point de vue des gendarmes qui sont censés empêcher les migrants de quitter le territoire national de manière clandestine, illégale. Commençons cette mise en perspective avec un premier document, un graphique assez simple à interpréter qui nous montre le nombre des migrants internationaux chaque année dans le monde entre 1965 et 2010. Bon, c'est un peu le défaut du document, c'est que il s'arrête avant la crise de 2015, mais c'est pas très grave dans un premier temps. Alors, bon, si je vous demande quelle est l'évolution générale du nombre des migrants internationaux, la question n'est pas très compliquée. On voit qu'on a affaire à une évolution sous forme d'augmentation. Une augmentation, une croissance qui est assez forte si l'on tient compte du fait que finalement on a une petite cinquantaine d'années de période et qu'on part d'environ 70-75 millions de migrants en 1965 et qu'on arrive à plus de 200 millions en 2010, c'est-à-dire x3.
pour dire les choses plus simplement, le nombre des migrants internationaux a triplé depuis 1965, avec une accélération qui correspond au milieu des années 1980. On voit qu'il y a une cassure dans la courbe et que ça correspond à une augmentation, une accélération plutôt d'augmentation. Ça correspond à des changements géopolitiques majeurs comme la fin de la guerre froide, mais ça n'aura de sens pour vous que quand vous l'aurez étudié en histoire, mais c'est votre programme de troisième. Bon, disons que ça correspond, le milieu des années 1980, à ce que l'on considère aujourd'hui comme être l'accélération de la mondialisation. Bon. Donc il n'y a pas que les porte-conteneurs qui se déplacent de plus en plus à travers les mers, il y a aussi les migrants, x3. Sachant qu'en plus, la courbe s'est poursuivie, même si on ne la voit pas sur la diapo, et qu'en 2018, on était à 278 millions, c'est-à-dire qu'on arrivait à près de 300 millions de migrants. Donc ça veut dire qu'il y a probablement eu, au cours des années 2010, une nouvelle accélération de la croissance des migrants internationaux dans le monde. Bon, ceci dit, 300 millions de migrants sur pas loin de 8 milliards d'habitants, ça reste quand même un phénomène non pas marginal, mais quand même secondaire. Je veux dire par là que c'est pas la majorité de la population mondiale qui déménage d'une année sur l'autre et qui change de continent ou même simplement de pays. Ensuite, outre rappeler le fait qu'il existe des migrants légaux et des migrants clandestins, l'attention du monde est davantage focalisée sur les migrants clandestins que sur les migrants légaux. Surtout quand il y a des drames comme la mort du petit Aylan Kurdi au cours de la crise migratoire en Europe de 2015. Et que les sociétés, notamment les sociétés des foyers d'accueil, ont un regard parfois un peu ambivalent, un peu contradictoire sur les migrants, c'est-à-dire que les sociétés peuvent faire preuve d'empathie face à un drame individuel ou collectif, éprouver de la peine, sincèrement, et puis trouver aussi que ces migrants sont des envahisseurs, même des envahisseurs pacifiques, mais que bon, ils n'ont pas leur place dans les pays qui les accueillent, contraints et forcés de les accueillir. Ça, c'est un autre aspect. On n'a pas le même regard aussi des migrants si l'on est un foyer de départ ou un foyer d'accueil. Le foyer d'accueil voit les migrants parfois comme une chance, notamment pour les métiers en tension, rappelez-vous, mais aussi parfois donc comme un désagrément. Quant au foyer de départ, on voit plutôt les migrants comme des héros qui vont aller nourrir leur famille en acceptant le sacrifice de l'exil et en acceptant de prendre des risques qui peuvent conduire jusqu'à la mort. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pendant longtemps, le choix de migrer, d'abord c'était un choix, dicté certes par l'absence d'avenir, le fait de vivre dans un pays pauvre, mais souvent les migrants choisissaient de partir, choisissaient aussi leur destination en fonction d'un parent qui pouvait les héberger, en faisant jouer la solidarité familiale, ou en fonction de la proximité géographique, ou en fonction du fait que le migrant parlait la langue du pays qui devenait sa destination. Et c'était un choix individuel. C'était le choix assumé souvent d'un célibataire jeune. Mais ça, ce schéma, bon, il fonctionne toujours. On a toujours des migrants du travail, puisqu'il s'agit de ce type de migration que je suis en train d'évoquer.
Mais on a de plus en plus, ça explique aussi l'accélération de la migration à travers le monde, on a de plus en plus des familles entières qui migrent non pas par choix, mais par obligation. C'est-à-dire que le choix se résume à rester au pays et mourir sous les bombes, ou partir où on peut, comme on peut, en emmenant avec soi femmes et enfants. Ce qui fait que la structure des populations qui migrent évolue. On le voit en Europe, on le voit aussi en Amérique latine à destination des États-Unis. On a parfois des enfants très jeunes, parfois d'ailleurs des mineurs isolés, c'est-à-dire sans leurs parents. On a parfois des personnes âgées, dont on se doute bien que si elles avaient eu le choix, elles ne se seraient pas lancées dans l'aventure à leur âge. Parce qu'encore une fois, migrer, c'est aussi accepter l'exil ou le déracinement. Et on a de plus en plus aussi de femmes parmi les migrants. Alors, dernière chose, dernière considération qui est importante en géographie, c'est l'orientation des flux. Parce que nous autres, en Europe, foyer de destination riche, de migration venue de pays pauvres, on a souvent tendance à considérer que les migrations sont toutes sud-nord, des pays pauvres vers les pays riches. Mais c'est vrai qu'en partie. En 2005, mais la chose n'a pas beaucoup évolué depuis, les migrations sud-nord ne représentaient qu'un tiers des migrants de l'année 2005. Parce qu'un autre tiers des migrants migraient selon un flux sud-sud. Ben, ça ne doit pas vous surprendre, on l'a vu ensemble, on l'a étudié avec les Philippines ou les Philippins et les Népalaises qui venaient travailler dans les pays du Golfe. Alors même si sur le plan économique, on peut considérer que les pays du Golfe sont très proches du Nord, pour ne pas dire au niveau économique du Nord, pour d'autres raisons, notamment liées à la moindre liberté, au moindre droit de l'homme, notamment la condition de la femme qui est inférieure. Les pays du Golfe sont considérés malgré tout comme faisant partie du Sud, parce qu'il n'y a pas que des considérations économiques dans le développement. Eh bien, des Philippins ou des Népalais qui vont travailler sur les chantiers de la Coupe du Monde au Qatar, c'est une migration sud-sud, et ça représente un tiers des migrants. Donc un tiers de migrants sud-nord, un tiers de migrants sud-sud. Et après, ben, comme vous pouvez le voir, il y a des flux qui sont importants du nord au nord. C'est-à-dire des étudiants qui vont aller d'un pays riche vers un autre, des gens qui vont exercer leur métier, des Européens qui vont aller exercer leur métier aux États-Unis ou au Japon. C'est pas quelque chose de marginal. Je pense par exemple à l'acteur Omar Sy, qui a donc atteint le sommet de sa carrière en France et qui s'est lancé dans l'aventure hollywoodienne, parce que quand on est devenu le roi du cinéma en France, et ben finalement le royaume finit par apparaître un petit peu petit, et quand on a de l'ambition, ben on veut réussir, on veut voir plus grand, et plus grand c'était aller aux États-Unis, c'était aller s'installer avec femmes et enfants dans la capitale mondiale du cinéma, c'est-à-dire à Hollywood en Californie. Donc quand Omar Sy prend sa petite famille sous le bras et va s'installer pendant plusieurs années aux États-Unis, et bien là on est dans une migration nord-nord. Et bien entendu, il y est allé de manière totalement légale, hein, j'imagine. Bon. Et puis vous avez aussi, rappelez-vous Olivier le Français qui va faire fortune en travaillant à la bourse du Qatar, et bien vous avez aussi des migrations nord-sud qui sont les moins importantes, mais qui sont quand même pas inexistantes non plus. Eh bien, ces flux, ces orientations de flux, que nous allons aussi reporter sur la carte que nous allons faire ensemble. Alors, voici la carte
à l'échelle mondiale dont je me suis servi pour construire la carte que nous allons compléter et colorier ensemble. Je l'ai choisie parce que, bon, d'abord elle est riche d'enseignements tant qu'à faire, mais aussi parce que même si elle peut paraître un peu riche, en réalité elle est quand même assez simple à comprendre, parce qu'en réalité, comme vous pouvez le voir au niveau de la légende, les figurés, les plages de couleurs sont assez peu nombreux, ce qui rend la carte quand même assez simple à comprendre, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a des foyers de départ, que de ces foyers de départ partent des flèches qu'on appellera des flux, et que les flèches qui partent des foyers de départ arrivent jusque dans des foyers d'arrivée à l'autre extrémité, selon des distances plus ou moins courtes, plus ou moins longues. Bon. Une fois qu'on a compris ça, on a compris tout ce qu'il y a à comprendre. Après, il s'agit juste d'essayer de voir où sont situés les foyers de départ, où sont situés les foyers d'accueil, et voir s'il y a là le fruit du simple hasard, ou s'il n'y aurait pas par hasard une géographie, une logique spatiale. Et vous vous doutez bien que c'est pas le fruit du hasard, mais que c'est bien le fruit d'une logique géoéconomique, géopolitique, géographique, peu importe. Alors, une fois n'est pas coutume, comme on va avoir beaucoup de flèches, de flux à cartographier, ça va rendre la lecture de la carte un peu malaisée. J'ai choisi de vous proposer un fond de carte très croquisé, très simplifié, à la limite du schéma, et qui ne fait pas apparaître les frontières à l'intérieur des continents. Bref, on ne voit pas apparaître les pays. Mais ça n'est pas très grave, parce que même si les frontières entre pays jouent leur rôle, on l'a vu au cours des différentes études de cas, ce qui compte, c'est des ensembles régionaux, s'ils sont foyer de départ ou foyer d'accueil. Alors, on va commencer par le plus fastidieux, le plus ennuyeux, mais c'est quand même indispensable. On va commencer par situer les mers et océans, mais aussi les grands foyers de départ, les principales zones de départ et les principales zones d'arrivée. Les mers et océans en bleu, et les foyers de départ ou d'arrivée en rouge. Respectez bien la typographie, majuscule, minuscule, s'il vous plaît, ainsi que la couleur du lettrage. Donc vous pouvez voir par exemple que j'ai découpé l'Asie en pas moins de 2, 4, 6 régions, qui peuvent parfois correspondre à un pays comme le Japon, ou à un ensemble de pays comme les pays du Golfe par exemple. Bon. L'Europe, je n'ai pas fait apparaître l'Europe orientale, l'Europe de l'Est. Il y en a forcément une. À partir du moment où il y a une Europe occidentale, c'est qu'il y a une Europe orientale. Mais l'Europe orientale ne jouant pas un rôle majeur dans notre séquence, j'ai décidé de ne pas la mettre. Voilà. Et j'ai essayé de simplifier au maximum. Hein. Par exemple, l'Amérique du Nord, je n'ai pas distingué États-Unis, Canada, par exemple. Alors ensuite apparaissent des figurés, deux sortes de figurés, les cercles grisés et puis les lignes en pointillés, dont on devine qu'il s'agit de foyers, foyers soit d'accueil, soit de départ. Toute la question est là, mais maintenant qu'on a fait nos études de cas et que l'on sait par exemple que l'Europe occidentale et les pays du Golfe sont des foyers d'accueil, et qu'on constate sur le schéma, sur la carte, que c'est des cercles grisés, on peut en conclure qu'on a affaire au foyer d'accueil, d'arrivée, et que par contre le sous-continent indien, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, le Moyen ou le Proche-Orient, tout ça,
c'est, ce sont des foyers de départ, donc ça correspond aux lignes en pointillés. Donc là, on a la confirmation de notre raisonnement avec les lignes en pointillés qui forment les poches, les foyers, les zones de départ des migrants. Donc l'Amérique latine, une bonne partie de l'Amérique latine et le Mexique, mais aussi l'Afrique du Nord-Ouest, Maghreb, Afrique de l'Ouest, mais aussi le Proche-Orient, et 3 foyers asiatiques, l'Asie centrale, le sous-continent indien et l'Asie du Sud-Est, englobant d'ailleurs le littoral pacifique de la Chine. Ce sont les principaux foyers de départ des migrants. Et donc logiquement, au foyer de départ, on va rajouter des flèches qui quittent ces foyers de départ, sinon on comprendrait mal qu'il s'agisse de foyers de départ. Alors des flèches en bleu pour qualifier les flux migratoires de travailleurs peu ou pas qualifiés. Donc c'est pour l'essentiel des migrations sud-nord. Pas toujours, mais la plupart du temps sud-nord ou sud-sud. Puisqu'on va retrouver aussi bien les Maghrébins africains de l'Ouest ou proche-orientaux à destination de l'Europe, mais on va aussi voir les Philippins, les Népalais, les Pakistanais, les Indiens en direction des pays du Golfe. Donc c'est soit des foyers, les flèches vertes, les flèches bleues pardon, correspondent soit à des flux sud-nord ou des flux nord-nord, et c'est la migration du travail. Alors, les flux migratoires de travailleurs peu ou pas qualifiés débouchent naturellement sur les foyers d'accueil ou d'arrivée. Et comme on peut le remarquer, ces foyers d'accueil sont presque tous situés dans le nord économique. L'Amérique du Nord pour les Sud-Américains et les Asiatiques qui tentent leur chance aux États-Unis ou au Canada, mais aussi bien sûr l'Europe de l'Ouest, l'Europe occidentale qui est le foyer d'accueil des migrants venus du Maghreb, d'Afrique de l'Ouest ou du Proche-Orient, voire d'Asie centrale, mais aussi le Japon et l'Australie qui sont aussi des foyers d'accueil pour en particulier les Asiatiques du Sud-Est. Mais on trouve aussi, malgré tout, 2 foyers d'accueil qui sont situés au sud économique cette fois-ci, même si ce sont des pays qui économiquement sont plus riches que la moyenne des pays du sud, mais ils sont quand même classés au sud, c'est-à-dire les pays du Golfe, pour les migrants venus essentiellement du sous-continent indien ou d'Asie du Sud-Est, et puis aussi l'Afrique du Sud. Le seul foyer d'accueil africain pour les migrants internationaux, c'est l'Afrique du Sud, vers lequel se dirigent les Africains de l'Ouest qui, au lieu de tenter leur chance en Europe, vont, si j'ose dire, à contre-courant et rallient l'Afrique du Sud en traversant le continent africain du nord au sud. Mais malgré tout, on voit bien que la logique est une logique géoéconomique. Les foyers d'accueil sont prioritairement au nord économique, et les foyers de départ sont tous situés au sud économique. Les pays pauvres alimentent les flux migratoires du travail vers les pays riches. Ajoutons à cela les flux migratoires de travailleurs qualifiés, ou les talents, que ce soit des scientifiques de renom, des étudiants ou des footballeurs professionnels, peu importe. Là, on a affaire surtout à des flux nord-nord, des Européens, je prenais l'exemple de Marcy par exemple, des Européens qui vont chercher fortune en Amérique du Nord,
ou des Américains qui traversent l'Atlantique dans l'autre sens pour aller vivre et étudier par exemple en Europe, ou au Japon. On a logique de flux nord-nord, et là ce sont des migrants qui ne sont pas du tout clandestins, et ce sont des migrants qui sont sollicités, qui sont encouragés à venir. Une exception, ces flux peuvent parfois être nord-sud. Rappelez-vous Olivier, le boursicoteur, le banquier des pays du Golfe, qui quitte la City de Londres pour se rendre à Doha. Bon, bah là, on est très logiquement dans un flux nord-sud. Et puis, ben, il existe des flux qui sont internationaux, mais qui ne sont pas intercontinentaux, c'est-à-dire vous avez des migrants qui changent de pays sans changer de continent. Ben, par exemple, ça peut surprendre, mais après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, aux États-Unis, vous avez des habitants des États-Unis qui, parce qu'ils en avaient les moyens aussi, parce qu'ils en avaient la possibilité légale, ont décidé qu'ils ne vivraient pas dans le même pays que Donald Trump, et ils ont choisi d'aller vivre, s'installer au Canada. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais c'est le cas. Vous avez des étudiants européens qui vont vivre, étudier, et parfois travailler et vivre ailleurs que dans leur pays d'origine, dans le cadre du programme Erasmus, on l'a vu lors de la séance précédente. Bon, ça c'est pour des migrants nord-nord, régionaux, nationaux. Mais vous avez le même phénomène dans les pays du Sud. Ben, vous avez par exemple en Afrique des Africains qui, chassés par la misère ou par la guerre, mais qui ne veulent pas assumer le risque, les risques nombreux qui parsèment la route jusqu'à l'Europe, ou qui simplement ont bien compris que en Europe, ils ne seraient pas les bienvenus, ou alors parce qu'ils n'ont pas réussi à rassembler l'argent nécessaire pour payer les passeurs, parce que c'est quand même à hauteur de plusieurs milliers d'euros, et ben se contentent, entre guillemets, de franchir une frontière pour se mettre à l'abri, ou pour essayer de vivre mieux, et qui restent donc en Afrique, mais qui changent de pays, et qui deviennent des étrangers finalement sur leur propre continent en changeant de pays. Et c'est le sens des flux en noir sur votre carte. Et pour que la carte à l'échelle mondiale soit parfaitement complète, eh bien, il faut rappeler que les migrations sont parfois encouragées, sollicitées, et puis elles sont parfois subies. Et que quand les foyers d'accueil n'ont plus envie ou n'ont pas envie d'être des foyers d'accueil, quand ils ne veulent pas ou qu'ils ne sont pas en capacité d'absorber des flux aussi massifs et aussi réguliers, continus, eh bien il arrive que les foyers d'accueil se barricadent et hérissent le long de leurs frontières des barbelés, des murs. Donc c'est ce qui est cartographié avec des gros traits rouges, en travers de la frontière entre le Mexique et les États-Unis par exemple, en travers du détroit de Gibraltar ou du détroit du Bosphore séparant la Turquie de l'Europe, ou à hauteur de Calais, isolant le Royaume-Uni du reste du continent africain, continent européen, excusez-moi. Et puis sinon, aux antipodes, eh ben, vous avez aussi l'Australie qui a décidé de se barricader et qui veut pouvoir choisir ses migrants, qui accepte les migrants venus d'Europe, des migrants riches dans une logique de flux nord-nord avec une capacité d'intégration réelle, plutôt que des migrants pauvres venus d'Asie du Sud-Est qui seront plus difficiles à intégrer et que l'Australie ne veut pas accepter. Donc dans ces cas-là, on a des renforcements des frontières. Voilà, et bien là je crois qu'on a fait une belle carte. Il ne vous reste plus qu'à la bichonner et aussi, Pangousiette, à la prendre. Ça sera votre travail. Jusqu'à la prochaine fois. Bon courage, bonne journée et à bientôt pour de nouvelles migrations, mais cette fois-ci touristiques.